Bonjour. Ici, on commence une série de cours sur l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, pourquoi on l'a choisi? Je pense que tout un chacun aura compris. Il s'agit, dans Paris, d'une espèce d'icône qui attire pas mal les gens. Regardez un dimanche matin, heureusement qu'on n'est pas dimanche, parce que sinon on serait complètement submergé par le peuple un peu bobo, parfois, qui vient. On imagine, dans la conscience collective parisienne, l'île Saint-Louis comme un lieu bien habité, même noblement habité par des riches. Ce n'est pas toujours le cas. J'y ai habité moi-même 21 ans et c'était pas du tout dans un appartement de luxe. J'étais plutôt au 7e sans ascenseur. Enfin, ça me permettra d'assaisonner un tout petit peu mes commentaires pendant ces cours sur l'île Saint-Louis, un certain nombre d'expériences personnelles. C'est une opération d'urbanisme, une des premières à Paris, mais qui vient finalement dans l'histoire de la ville très tardivement. Pourquoi? Voici Paris imaginé par la revue Le Point vers 1400. Pardon, on a un peu de vent aujourd'hui. Alors là, vous voyez que l'île de la Cité est déjà complètement construite, les berges de part et d'autre en face de l'île Saint-Louis également, mais l'île Saint-Louis, qui était à l'époque deux petites îles, pas du tout. Ça s'explique très facilement, c'est parce que entre 1200 environ et 1500, ces deux petites îles, qui sont aujourd'hui l'île Saint-Louis, ont été complètement inondées. Est-ce à dire que ce territoire ne servait à rien? Non, parce que quand il n'y avait pas une crue, les lavandières s'y rendaient pour faire sécher le linge, on faisait paître des animaux, il y avait quand même quelques rendez-vous de truands, bon. Et puis, fait quand même marquant dans l'histoire de ce bout de Paris, c'est là que Louis IX, futur Saint-Louis, a fait un vœu, a dit qu'il partirait en croisade. Le même jour, il a adoubé son fils dans l'île Saint-Louis, qui ne s'appelait pas encore Saint-Louis, mais maintenant vous savez pourquoi, ça s'appelle l'île Saint-Louis. Il a adoubé son fils, qui est devenu donc chevalier. Qui a eu l'idée de construire dans l'île? Henri IV. À la fin des guerres de religion, Henri IV voulait renforcer la cour royale, s'entourer donc d'aristocrates, de ce qu'on n'appelait pas encore peut-être fonctionnaires, de marchands également, et ainsi de suite. Et il a lancé trois opérations urbanistiques à Paris, la place des Vosges, que vous connaissez, la place Dauphine dans l'île de la Cité, et l'île Saint-Louis. Mais alors comment faire si le niveau est tellement bas que ça se prête à des inondations sans fin? Eh bien, on a tout simplement construit un mur autour de l'île. On a commencé par faire un pont. Henri IV avait déjà été assassiné. C'est en octobre 1614 que son fils, le dauphin, donc futur Louis XIII, qui avait 13 ans à l'époque, a posé la première pierre du premier pont, aujourd'hui le pont Marie. Alors on a fait un mur autour et on a rempli le vide à l'intérieur du mur avec du remblai pour pouvoir construire. Et là vous voyez derrière moi la hauteur des berges, bien. Et vous voyez le mur, donc qui date du XVIIe siècle. Ça a donné un résultat un peu cocasse quand même. Encore aujourd'hui, une conversation assez typique dans un café le matin dans l'île, qu'on appelle l'île, comme si l'île de la Cité n'existait pas. Eh bien, hier soir, j'ai mis ma veste dans le placard. Et ce matin, je n'ai pas pu ouvrir la porte du placard. Ah bon? Eh bien, chez nous, c'est les tomates dans la cuisine qui, depuis un mois, se fissurent totalement. C'est que l'île est encore en train de se tasser.
L'île a été construite essentiellement par 3 opérateurs, Christophe Marie, Poultier et le Regrettier. Ça a donné lieu à des contestations au niveau du lotissement parce que les 2 petites îles avant, l'île plus proche de l'île de la Cité où on se trouve maintenant, c'était l'île Notre-Dame et l'autre, l'île aux Vaches. Et les bons pères de Notre-Dame craignaient, je ne sais pas moi, la pollution, que la navigation fluviale ne soit perturbée par les ponts, parce qu'il fallait quand même faire plusieurs ponts, on y reviendra dans un prochain cours. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des litiges jusqu'à la Révolution française, donc presque 200 ans de litiges. Voilà, on a terminé cette introduction et on va maintenant mettre le pied dans l'île Saint-Louis. Pour terminer l'introduction, on s'est transposé dans l'île, comme je l'avais annoncé, et nous sommes à la pointe occidentale de l'île Saint-Louis. C'est une île, donc reliée par des ponts. Or, il semblerait quelque part qu'il y ait une volonté d'autonomie, d'indépendance, voire de solitude. Premier exemple, il y avait d'ici un pont, une passerelle plutôt, qui allait dans l'île de la Cité et qui permettait aux paroissiens de l'île Saint-Louis qui n'avaient pas encore une église et de la rive droite d'aller assister à la messe à Notre-Dame. En 1634, il y avait 2 groupes de paroissiens qui se dépêchaient pour traverser ce pont, qui se sont rentrés dedans. Il y a eu une bagarre, le pont s'est effondré et il y a eu quelque chose comme 20 morts. Le pont Marie, toujours au XVIIe, 1658, était recouvert de maisons, comme on faisait à l'époque. Eh bien, il y a eu de la glace dans la Seine et le pont s'est effondré à moitié. En 1637, encore au XVIIe, le pont qui existait à l'endroit du pont de la Tournelle s'est effondré dans une crue. Plus près de nous, et j'en passe des effondrements de ponts, mais le plus récent, c'est la passerelle qui est juste ici, qui relie la pointe de l'île de la Cité à l'île Saint-Louis. En 1939, un remorqueur a heurté ce pont qui s'est effondré et il y a eu 3 morts. Quelque part, on se demande, bon, ce sont des actes peut-être physiques imprévisibles, sauf peut-être par Dieu, mais il y a un esprit tout à fait particulier dans l'île. Je vous donne un seul exemple. Il faut savoir que dans l'île Saint-Louis, il n'y a aucune station de métro, il y a juste un seul arrêt d'autobus. Eh bien, quand j'habitais ici, en été, parfois, je descendais pique-niquer sur les quais, quand il faisait beau, le soir. Et un soir, j'étais confortablement installé, c'était pas avec des burgers, hein. On avait un repas avec des assiettes, des fourchettes, etc., et un peu de vin. Et une dame est passée, elle nous a regardés, et nous a dit « Ah ben c'est gentil ça, sympathique ». Alors on l'a invitée à s'asseoir, elle s'est assise, on a commencé à discuter. C'est une Louisienne, une Ilienne de souche, avec 65 ans. Elle avait quitté l'île Saint-Louis une fois dans sa vie pour aller en face au moment de la naissance de son fils à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital Hôtel-Dieu. Elle était très fière de n'avoir jamais, comme elle le disait, mis les pieds sur le continent. Bien. L'île a un air un peu noble, enfin c'est dans la tête un peu des gens, calme, très pacifique. Or, il s'est passé des choses extrêmement violentes ici. Je ne sais
pas si vous connaissez l'histoire du chevalier de la Barre, qui venait souvent dans l'île. 18e siècle, un jour, une procession religieuse passait, pas dans l'île, c'était rive droite, je crois. Et lui n'a pas vu qu'il y avait un crucifix en tête de cette procession. Il ne s'est pas signé et il a été condamné à mort pour profanation. En 1804, le jour du couronnement ou de l'autocouronnement de Napoléon, un certain monsieur Lebon, qui avait plus ou moins inventé le chauffage et l'éclairage par le gaz, qui habitait dans l'île, pour des raisons méconnues, a été poignardé à mort ici dans l'île. 1920, un réfugié russe blanc qui habitait dans l'île, qui soupçonnait sa femme d'adultère, l'a égorgé. Là, c'est la lame du docteur Guillotin qui a eu le dernier mot. Un an plus tard, un porteur des Halles a poignardé sa maîtresse et sa petite fille, ici, dans l'île, etc., etc. J'en passe. Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur la maison qui est derrière moi. C'est un hôtel particulier, donc, du XVIIe siècle, comme presque tous les bâtiments dans l'île, qui s'appelle la Maison du Centaure. On va faire un zoom sur le médaillon. Alors, vous voyez là l'histoire du Centaure. C'est Hercule, avec une masse qui est en train de taper sur un homme, moitié cheval. D'où la maison du Centaure. Et il y a juste un petit problème, c'est que dans la légende de l'Antiquité, c'est pas Hercule qui a eu le dessus, c'est le Centaure. Bon, toujours est-il que cette maison a été un centre d'échange, voire de création littéraire. Drieux de La Rochelle a vécu ici, jusqu'à la fin de la guerre, où, comme il avait été collabo. La princesse Marthe Bibescu, écrivaine roumaine, habitait ici. Avant la Première Guerre mondiale, au deuxième étage, pas toutes les semaines, mais bien souvent, il y avait une manière de salon littéraire auquel participaient Giraudoux, Picasso, etc., etc. Et encore beaucoup plus récemment, James Jones, l'écrivain américain, a écrit un roman sur les événements de mai 68 qui s'appelait Ce joli mai, et il a placé une partie de l'action dans la maison du Centaure. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif de la matière. Les quais extérieurs qui étaient habités, et on va voir plusieurs hôtels particuliers, plutôt par des aristocrates ou des gens bien en cour, portent des noms de dynasties royales. Et on va commencer par le quai d'Orléans.